Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de French Doers Talk. C'est magnifique, c'est très beau, je suis toujours très bien accompagné, en compagnie de Mohamed déjà. Bonjour, bonsoir à tous. Oh là là, je le sens très timide aujourd'hui, mais ça va, il va se... Elle m'impressionne, c'est pour ça. On a un gros casting, on a un très très gros casting, attention. Les filles, je vous laisse vous présenter. Très bien, déjà merci de nous recevoir. Nous c'est le duo de Fresh Africa. Donc moi je suis Noëlla et à ma gauche c'est ma superbe cofondatrice Katia. Voilà. Eh bien, bienvenue sur French Doers, merci d'être venus. Merci d'avoir accepté l'invitation les filles. Of course. On ne peut pas refuser une invitation sachant qui est-ce qui s'est assis ici avant nous. Clairement. Entre fighters en plus, trop de liens. C'est la famille. Bon trop cool, déjà ce que je vous propose c'est présenter le projet Fresh Africa. Nous parler un peu, surtout qu'en ce moment il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, donc qu'est-ce que c'est que Fresh Africa? Donc Fresh Africa, tu sais, il faut bien insister sur le Fresh et le Africa avec un K. Donc Fresh Africa, nous ce que l'on propose en fait clairement, c'est aux gourmands l'expérience de consommer des fruits et légumes tropicaux, fraîchement cueillis, fraîchement tombés de l'arbre. En 2 jours en fait, le fruit a été cueilli, tu le reçois chez toi et voilà. Et donc pour entrer plus spécifiquement en détail, en fait on va sourcer ces fruits, légumes et épices directement dans des petites exploitations en Afrique subsaharienne, donc des petites exploitations durables. Et donc on a coupé l'intermédiation, il n'y a pas d'intermédiaire, on va sourcer directement, on rémunère de manière juste et équitable ces producteurs. L'idée c'est de les autonomiser, de les accompagner et voilà, c'est des produits de saison. Katia, tu veux compléter? Ils sont mûrs. En fait, ils sont vraiment cueillis mûrs. C'est pas une maturité, je sais pas quoi, scientifique. C'est vraiment le même, comme Noëlla disait, c'est l'expérience du produit qui vient d'être cueilli, que tu vas déguster dans les rues de Kinshasa, de Douala, etc. Donc, c'est ce que je rajouterais en plus. Tout à fait, exactement. Sauf que tu es chez toi, à Besançon, ou je sais pas, dans le 18e. Ça, c'est pour toi, ça. Lié aussi, hein, c'est ça. Elle est à Alcatraz, même. Sort les dossiers dans la plus grosse cité de Besançon. On vous met le lien en description. Mais en fait, allez visiter. C'est French balance ici. Faut balancer les dossiers des gens comme ça. Moins de 10 minutes, on s'est déjà fait piquer. C'est ça. Non, mais j'ai eu la chance de grandir là-bas, effectivement. Et en gros, c'est ça, quoi. T'es chez toi et là, tu reçois chez toi des fruits qui ont été cueillis 2 jours avant. Donc, ça veut dire cueillis 2 jours avant, donc cueillis à maturité, donc au top des valeurs nutritionnelles et avec un goût exceptionnel. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens qui ont goûté nos produits. Et voilà, tout simplement. Et la valeur ajoutée, c'est vraiment dans la traçabilité. Parce que le produit, il est né d'une frustration. Katia vous racontera, mais il y a eu plusieurs frustrations en fait. Tu veux raconter la tienne? En fait, moi je cuisine beaucoup, donc je suis une passionnée de cuisine. Justement, depuis que j'habite à Alcatraz, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, mes parents me laissaient beaucoup seule en fait. À la maison, ils ont pas... ma mère elle va travailler, donc j'ai grandi qu'avec ma mère, elle va travailler et je devais me faire à manger toute seule. Et on n'avait pas des moyens de fou, donc ça allait être les courses, c'est des trucs qui se ressemblent assez souvent. Donc j'ai commencé à créer avec les mêmes plats, plusieurs plats en fait. J'ai une particularité, c'est qu'avec les mêmes ingrédients, je peux te faire 100 recettes différentes. Et même moi, j'arrive jamais à reproduire quelque chose que j'ai déjà fait parce que je change tout le temps. Mon gars, tu lui donnes des pâtes et des tomates, elle te fait 20 plats avec 2 ingrédients. Tu vois pourquoi c'est mon associé? C'est ce que j'allais dire aussi, c'est juste pour ça, juste pour les recettes. Ouais, donc du coup, j'ai appris à cuisiner très tôt et j'ai eu ce côté-là débrouillardise. Et donc, quand je cuisine, je fais un mélange de plein de choses avec ce avec quoi j'ai grandi, avec ce qui me vient à l'esprit, ce que je goûte en grandissant. Et quand je vais chercher les bons produits, par exemple, je vais récupérer une bonne pièce de chez un boucher, il est capable de me dire ça vient de là. Il y en a même qui me dit elle a mangé ça toute sa vie, avant de mourir 2 semaines avant, on lui a donné ça. Tu vois, j'ai tout le truc, j'ai tout le parcours. Et quand je vais rajouter par exemple un avocat dans mon plat, je perds toute la traçabilité. Donc ça, c'était une des frustrations où on se disait en fait c'est vraiment le truc qui nous a amené déjà à couper les intermédiaires, parce que quand on va le récupérer nous-mêmes, on sait d'où il vient et on peut demander les renseignements aux producteurs. Donc ouais, c'était ça la première frustration, le manque de traçabilité.
et donc qui nous a motivés à créer le projet. Et vraiment le deuxième leitmotiv, vraiment la deuxième grosse motivation, ça a été il y a 2 ans à peu près. Donc on est au Cameroun et on se balade en fait, donc on visite, on appelle ça des champs ou des exploitations ici, et en fait chez cet agriculteur là qui en plus avait des espèces de goyaves mais hyper rares, 3 espèces, un truc super rare, mais en fait toute la production était par terre et pourrissait faute de clients et parce que ils sont situés dans une zone un peu enclavée, donc le temps d'arriver dans les grandes villes en fait ça coûtait trop pour eux, et on s'est dit mais c'est pas possible en fait, tu peux pas avoir des produits d'une qualité aussi exceptionnelle qui sont hyper rares et qui trouveraient acheteurs et preneurs ici en Europe et les laisser pourrir en fait, tu vois. C'est vraiment ces 2 expériences là, on s'est dit non, il y a quelque chose à faire en fait, tu vois, dans la traçabilité des produits, dans la qualité des produits, et en fait en gros c'est un cercle vertueux, on l'a réfléchi comme un cercle vertueux qui va du nord au sud ou du sud au nord à chaque fois en fait, tu vois. Autant là-bas il y a un impact humain et économique aussi, autant ici c'est au niveau du bien-être, de la santé et de la traçabilité aussi. Et donc, du plaisir. Bien sûr, c'est la première chose, le plaisir. Et ça a été, ça date de combien de temps Fresh Africa aujourd'hui? C'est ce que je me demandais aussi. En fait, le produit, à chaque fois on dit 1 an et demi, mais en vrai, ça fait 2 ans qu'on dit 1 an et demi. Non, en fait, on va dire qu'il y a eu, non, on a eu 1 an et demi où on a sourcé, on a travaillé, parce qu'avant de commencer à ramener les produits ici, il fallait travailler tout ce qui était en amont, et sans oublier le côté entrepreneur, business plan, tous ces trucs, études de marché. On a fait ça pendant 1 an et demi, et on a vraiment commencé quand on s'est rencontrés au mois de mars de cette année, 2021. C'est là qu'on a, on a lancé, je crois on s'est immatriculé le 10 et on a eu notre premier panier vers le 20 quelque chose. C'est vrai que vous étiez en call quand vous faisiez vos livraisons. Exact, c'est ça. Mais du coup, pourquoi l'Afrique? Parce qu'en fait, le problème de traçabilité, il n'est pas en fait qu'avec des produits qui viennent d'Afrique. Tu parlais d'avocats tout à l'heure. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a poussé vous à vous dire nous ce qu'on veut faire, c'est faire ça, mais en direction de l'Afrique? Pourquoi l'Afrique? En fait, honnêtement, on ne s'est même pas posé la question. Pour nous, c'est naturel. Et en fait, en mon sens, en fait, les vrais business qui tiennent, qui sont tangibles, qui tiennent dans la durée, c'est des business où il y a une histoire et souvent qui sont nés des tripes. Des mecs qui sont derrière en fait, tu vois, le mec des meufs aussi, mecs ou meufs, mecs ou meufs, oui, excuse-moi, c'est vrai. Donc des meufs et des mecs. Il faut mettre le côté meuf si on veut éviter de se retrouver dans un problème avec French Joueur. Merci de nous sauver, Katia. Merci Katia, j'ai déconné, en plus je suis la féministe du duo, soi-disant. Donc en fait, mec ou meuf, clairement il t'arrive un truc à toi ou à tes proches et ça crée un business derrière. Et donc nous, l'Afrique, c'est hyper naturel. En fait, toutes les deux, on est nés là-bas, on a grandi là-bas, et tu parlais de plaisir et tout ça. Le plaisir de manger ses fruits, on le connaît en fait, tu vois. On le connaît, on l'a déjà vécu, on l'a ressenti, et c'est pour te dire, en fait, il y a des fruits que on a arrêté de manger, moi, que j'ai arrêté de manger ici, parce que je sais que le goût ne sera jamais le même. Et donc, plus tu avances, nous, toutes les deux, on avait déjà un précédent business, mais à un moment donné, on s'est dit, ok, là, on a envie de faire vraiment un truc pour nous et qui est complètement aligné avec nos valeurs, ce en quoi on croit, et tu vois, et au fil du temps tu constates tous ces manques-là, et c'est évident pour nous en fait de faire un truc en Afrique, et c'est évident de faire un truc qui a un lien avec la bouffe, parce que Katia, voilà. Moi je rajouterais le fait que je pense que la diaspora, on est le lien entre les deux pans, le côté européen, le côté africain. Toute notre vie, quand tu vas au bled là-bas, on t'appelle européenne, ici on traite comme une africaine. Donc en fait, à un moment, il faut que ça serve à quelque chose, ce truc-là. Donc on est ici, justement, on a la chance de pouvoir avoir les gens qui nous portent en tant qu'Européens et qui vont nous donner toutes ces forces-là, parce qu'on est une entreprise française, on reste une entreprise française qui va créer un concept, etc., et qui va l'exporter. Mais en même temps, arriver là-bas, on nous voit comme des Européens. Donc du coup, s'ils nous voient comme des Européens, ils vont avoir tendance à agir comme si on était Européens. Donc ils vont essayer d'être un peu plus carrés avec nous. Il y a plein de choses qu'on peut imposer par ce statut-là. Et donc on est ce lien, et je pense qu'on est les premiers à pouvoir porter des projets qui vont permettre à l'Afrique d'émerger plus facilement. Donc
nous on les lance et derrière ça va donner sûrement des exemples et tant à la diaspora ici que là-bas. Et comme Noëlla elle disait, en fait moi c'est un truc, ça a toujours été dans ma tête, j'ai jamais vu je me suis même pas inscrite à la caisse des retraites ou je sais pas quoi. Déjà, je me vois déjà millionnaire. Ça, c'est un truc que je me dis, j'ai pas besoin de retraite. Bienvenue dans l'équipe. Après, moi, je me vois milliardaire, donc lève un peu de niveau, là, Katia, à à un moment donné. Attends, doucement. Je suis une femme, j'ai été élevée comme une femme, tu connais, tu sais. Mais il n'y a rien qui t'empêche de viser le milliard, milliard. plafond de verre et tout, etc. Et donc, je vise les 10, tu peux viser les 11. Hein. Ouais, on va le faire. Et du coup, en fait, même quand on avait notre premier business qui était une agence de com, on se disait, on la développe ici. Mais on va finir par faire un truc plus grand là-bas. Ça a toujours été ça. Même je faisais mes études de droit, je me disais je vais ouvrir un cabinet au bled. Pourquoi cette c'est parce que tu sens que l'Afrique c'est en train de bouger, parce que y a tout à faire là-bas. C'est quoi les raisons de se dire ok, on mise sur le futur? Parce que c'est ça, en fait, tu mises sur le futur de l'Afrique. C'est ce qu'on voit avec le Nigeria qui n'arrête pas de bouger en ce moment. Il y a forcément d'autres pays africains. Hein. Bien sûr, le Rwanda, le Ghana. Ouais. Ça, pour moi, c'est une constatation d'aujourd'hui. C'est pas un truc que à l'époque, quand j'avais ces idées-là, quand j'allais à la fac, j'avais pas cette idée de l'Afrique va évoluer comme ça. Je me disais, on peut faire évoluer l'Afrique comme ça. Tu vois, c'est nous qui allons tirer le truc. Tu vois, exactement. Okay. Et pour moi, c'est comme Noëlla l'a dit, c'est dans les tripes. J'ai jamais réfléchi à faire quelque chose ici de la même ampleur que là-bas. Ici, ça a toujours été un commencement pour moi qui va lancer quelque chose de plus grand. En gros, commencer la boîte ici, ouvrir un truc grâce à cette boîte-là, ouais, clairement. Et juste pour compléter et aller dans son sens, il y a un truc un point qui est très important. En fait, nous, on se considère comme le meilleur des deux mondes, en fait, tu vois, vraiment, le meilleur des deux mondes, dans le sens où, voilà, aucune on est modestie. né... Attends, on va vérifier les chevilles. Ma sœur, quelle modestie tu veux que j'ai? Il y a un moment en face. Attends, on a percé, on est là, donc j'assume, hein. Non, mais quand je dis on, c'est vraiment notre génération. C'est pas Katia et Noëlla, c'est notre génération. On est le meilleur des deux mondes dans le sens où donc on descend de parents qui sont nés en Afrique et nous-mêmes, toutes les deux, on est nés en Afrique. Donc tu vois, tu grandis. On a eu la chance de connaître l'Afrique petite. Donc voilà, t'as une certaine image, certaines valeurs, etc. Vous êtes resté jusqu'à quel âge? Moi, je suis restée jusqu'à l'âge de 6 ans. De 6 à 9 ans, je faisais des allers-retours et 9 ans, je suis plus retournée. Okay. Bah, moi, je suis restée un peu plus tard. Moi, je suis une vraie blédarde. C'est une darblée de ouf. Elle arrivait là. Faut pas me voir comme ça. Elle disait le à la place de là. C'était. Oh là là là. Tu me confonds avec toi, là. Tu me confonds avec toi. Je t'ai dit, FD Snitch. Ce sera l'épisode, ça comment balancer ses votes. C'est ça. C'est pas balancer ta start-up, c'est ton assos, quoi. Et qu'est-ce que je disais? Donc, en fait, tu vois, tu arrives ici, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre culture. Et en fait, quand je dis que notre génération, on est le meilleur des deux mondes, c'est qu'on a ces deux cultures. En fait, on jongle à chaque fois avec ces deux cultures. Et c'est une force mais incroyable, tu vois. C'est plus qu'une force, même, c'est un atout de fou. C'est un atout de fou. Tu es bilingue, dans deux cultures, quoi. Donc voilà. C'est exactement comme quand on dit ouais, t'as grandi en banlieue et maintenant tu vois, t'es en train d'essayer d'adopter les codes de station F. Je vais bruncher maintenant. Tu vois, voilà. En fait, t'as des. C'est plus 5 balles le grec, c'est 15 balles l'avocat de toast. Faut être solide, hein. C'est exactement la même chose. Ah ouais, l'avocat, tu le manges en 1 heure, quoi. Un bon petit cappuccino. Ouais, parce qu'il y a 5 grecs dedans, quand même. Et c'est quoi les premières contraintes que vous avez rencontrées en voulant monter ce business? Les contraintes, elles sont... Est-ce que c'est des contraintes? Non, je veux dire que c'est des... je vais pas dire que c'est des contraintes. Okay. C'est juste que c'est une autre réalité, tu vois. À un moment donné, on est meilleur des deux mondes, mais n'empêche qu'on a passé quand même une grosse partie de notre vie ici. Donc, en face, quand tu vas traiter avec l'Afrique, c'est un autre état d'esprit. Tu te prends un peu, on va dire, je vais pas dire un choc culturel, mais on va dire un choc, un peu de mindset, tu vois. Donc, il faut s'adapter à ça. Bien sûr, et parce que c'est une autre réalité. Il y a plein de... C'est vraiment pas des contraintes, c'est juste une autre
notre réalité. C'est qu'il faut t'adapter à chaque fois et te dire que un exemple, par exemple, tu peux avoir quelque chose que tu fais en, je sais pas, 2 échanges de mails ici en 2 jours, c'est réglé. Et là-bas, ça va te prendre 10 jours, quoi, 15 jours, mais c'est une réalité. Il faut faire avec, c'est qu'ils ont une autre notion du temps, tu vois. Et même quand ça te prend 15 jours, le retour que tu vas avoir, Attention. il est tellement à côté. Il est à côté de la plaque. Donc tu dois recommencer à zéro. Et en fait, c'est comme a dit Noëlla, c'est vraiment un choc. C'est d'autres mentalités. Si tu dis que c'est une contrainte, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux soit te gérer facilement ou... mais c'est vraiment qu'on est dans c'est comme si tu arrives en Russie. Voilà, bien sûr. C'est exactement la même chose pour nous. C'est ça, tu vas devoir dealer avec comment est-ce qu'il fonctionne, le fait qu'il fasse froid, le fait que la neige elle arrive jusqu'à là. Bah, en fait, c'est vraiment deux réalités. Il fonctionne comment ? Vous avez des exemples de ce que vous avez pu rencontrer comme challenge ? Oui, on attend les petites anecdotes là. Ce n'est que ça, des challenges. Alors, moi, je vais t'en donner un qui est arrivé il y a quelques jours. Donc, sur place, on a un agronome. C'est un agronome, hein, il est diplômé, tout ça, etc. Et je lui demande... Non, mais elle va snitch là. Oh non. Non, on espère qu'il regarde pas ça. Je fais une commande toute bête en fait, hein, tu vois, parce que là-bas, par exemple, les oranges, elles n'ont pas le même goût et tout ça. Et je demande dans ma liste, je demande des oranges. Et le mec, il me répond, il m'écrit, il me dit quelle marque d'orange tu veux. En fait, c'est un agronome. En fait, vous buguez. Variété en gros, c'est le mot marque. Non, c'est pas le mot marque. C'est une orange, je sais pas. Il n'y a pas 50 000 types d'oranges. Oui. Ah bah j'en savais rien. Ouais, fais pas genre tu sais. Non, mais tu peux avoir des espèces, mais c'est pas ça. Explique. Là, en fait, c'est l'orange. C'est juste que il a traduit. C'est que en lingala, on dit malala, mais ça veut dire agrume. Il y a tout dedans. Le citron, pamplemousse, tout ça. Et donc, dans ma liste, il y avait des citrons, il y avait des pamplemousses, il y avait tout ça. Mais il a juste vu la première ligne orange. Traduction, il a fait lui-même sa traduction, il a, tu vois. Il t'a dit ouais, tu veux lesquels? Exactement. Il a pas réfléchi. Et tu vois, c'est ça en fait. Et du coup, s'il n'avait pas demandé, il aurait fait pire. Il aurait mis peut-être que des citrons. Tu vois, c'est ça. Donc c'est ce genre de choses en fait que. Et en fait, c'est au-delà de, sans rentrer dans l'anecdote non plus, mais c'est des réalités en fait, tu vois. C'est des réalités de te dire que quand il y a 2 saisons principales, la saison des pluies et la saison sèche. Donc tu te dis que quand c'est la saison des pluies, c'est une galère parce que c'est des vraies pluies. On va te dire par exemple là, on est revenu de 1 mois de sourcing au Congo, on devait enchaîner sur le Cameroun, et le Cameroun et le Bénin, on n'a pas pu aller parce que les pluies, elles étaient plus... Bon, il y a le dérèglement climatique qui joue aussi, mais les pluies étaient hyper fortes. On te dit que pendant 3-4 jours, les gens ne sortent pas de chez eux parce qu'ils ne peuvent pas en fait, ils peuvent pas emprunter les transports, que la ville est à l'arrêt, et ça c'est les réalités. Et en fait que tu dois intégrer dans ton business en te disant mais en fait quand c'est la saison des pluies, il faut que je fasse attention parce qu'il est possible même que les fruits n'arrivent pas ou qu'il y ait des difficultés ou que ce soit beaucoup plus ralenti, ce genre de choses en fait, tu vois. Ou on avait un des paniers, on avait de l'ananas qui devait être en fait le temps de le rapporter à l'aéroport pour que ça parte, la personne qui est tombée, la voiture qui est tombée en panne, le temps que quelqu'un arrive, donc ça te fait quelques heures de retard, tu vois, la personne elle te livre, il est 3h du matin, elle arrive à l'aéroport. En fait c'est plus de, on va dire, d'inconnus à rajouter dans ton équation qu'ici en fait, tu vois. Ici tout est écrit, c'est beaucoup plus simple, tu as les process, c'est processé, c'est je sais pas, je vais à la douane, je sais que le transitaire il va me dire que ça coûte ça. Nous on est allé à la douane se renseigner sur les prix. Le mec il nous dit non mais attends, le mec il dit ah non mais c'est pas cher chez nous la douane, mais il y a des frais. Ok, très bien, les frais sont de combien? Non, venez, vous allez voir, il y a des frais. Mais et moi je lui dis, moi j'étais là avec mon stylo, mon papier, tranquille. Je lui dis mais ok, très bien, mais dites-nous si on veut envoyer, je sais pas, 1 tonne de fruits, ça implique combien de frais derrière? Il dit non, il y a pas de problème. Venez me voir d'abord. Et moi ça s'arrange. Donc c'est plein d'inconnus comme ça en fait. Ouais, ou t'as un mec dans les services, t'as la douane, t'as les services étatiques, t'as plein de choses, et il y a un mec, il est là, un vieux comme ça, il doit avoir, je sais pas, 80 et quelques, et il dit après, donc on fait chaque étape, et il arrive après, il faut passer par là. Donc les étapes d'avant, tout le monde t'a dit ça coûte $30, ça coûte ceci, on fonctionne en dollars au Congo. Et arrivé chez lui, il dit ici ça coûtera tant. Et on lui demande en fait c'est quoi comme service? Dit, sa poche. C'est le croqueur, on l'appelle. Mais il faut passer par là, tu vois.
C'est des trucs comme ça, tu vois. Voilà, mais ça fait partie du jeu. Bien sûr, tu ouais. t'adaptes et voilà, c'est tout. Et comment ça vous l'incluez dans votre offre, parce que vous pouvez pas garantir une certaine date de livraison. Enfin, c'est comment est-ce que vous le gérez dans vos process au quotidien? Je dirais, moi, c'est sur place, on a une personne de confiance. Et comment vous l'avez trouvé, cette personne de confiance? Bon, je sais qu'il y a une autre question, mais comment vous trouvez une personne de confiance? Comment est-ce qu'on Parce trouve que une personne de confiance? Est-ce que vous auriez fait autrement? Est-ce que vous auriez embauché n'importe qui sur Non. place? Ok, donc En Afrique? Même ton propre frère, il peut. je vois ce que tu veux il dire, peut mais être du coup, pire qu'un inconnu. Non, on va laver notre linge sale Oui. en famille après que le micro soit coupé. Mais non, vas-y, fini. Non, mais en fait, la personne de confiance, on va la trouver. Déjà, c'est une personne qui doit connaître les réalités d'ici et les réalités de là-bas. Bien Ça, sûr, c'est la base. C'est quelqu'un qui n'est pas enfermé dans le pays où on va sourcer. Et ensuite, on teste. On a eu on se prend des gifles. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous dit c'est peut-être différent de là où tu vas venir. Tu vas voir, il y a un gars qui est spécialisé en ça et il est vraiment spécialisé ou il est peut-être plus ou moins bon. Mais là-bas, il y en a, ils vont te raconter des histoires. Et c'est que sur le terrain que tu vas le découvrir. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est faire fonctionner. On fait le truc, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas... Ouais, t'es obligé de tester. Tu peux Obligé pas de te baser tester. sur la C'est confiance. obligé. quoi. Non, tu peux pas faire de business en Afrique sans personne de confiance. Ok, C'est d'accord. impossible. Tu peux pas te dire ah ok, bah, je suis allé 2 semaines là-bas, j'ai monté mon process, ça a l'air de marcher et ça y est, ciao. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Donc, juste pour compléter, Vas-y. ta question, c'est que dans chaque pays, on est obligé d'avoir c'est ce qu'on appelle l'homme ou la femme ressource, en fait. Donc, dans chaque pays, du coup. dans chaque pays, Et là, vous êtes dans combien de pays? là, on est dans Pour 2. l'instant. Le Ok. Cameroun et le Congo. Ça a été nos pays tests. On a surtout commencé par le Cameroun parce que le Cameroun, c'est si tu réussis au Cameroun, tu peux réussir partout en Afrique. C'est C'est l'enfer. Tu connais je te permets pas de dire ça parce que je suis camerounaise d'origine. C'est sortie, ça, non. c'est pas que c'est l'enfer. C'est pas que c'est l'enfer. Et c'est pas que c'est l'enfer. J'ai la caméra là. Rattrape. Non, c'est juste que ils vont être moins facilitants que d'autres pays, c'est tout. Ça veut dire quoi concrètement? Mais en fait, concrètement, c'est juste que à plusieurs étapes, on va te compliquer les choses. Par exemple, il y a un graphe qui est sorti des pays où il était beaucoup plus facile de monter une boîte en Afrique. Donc, tu as des pays comme le Rwanda où je crois... Ils sont numéro 1. oui, non, ils sont numéro 1 parce qu'en 2 heures, tu montes une boîte et c'est gratuit. Tu commences à payer que je crois c'est 2 ans après ou la première année. Bref, hyper facilitant. Et à contrario, tu as d'autres pays où, donc je disais bien qu'au Rwanda, ça va rien te coûter, Ouais. 0. Mais il y a d'autres pays où ça te coûte 2000 balles de monter une boîte en fait. Je crois qu'il y avait le Congo et le Cameroun. C'est juste des pays qui sont moins facilitants, tu vois. Tu vas aller à un service au lieu enfin, je ne généralise pas. Bien sûr, Mais bien sûr. ça arrive que c'est très compliqué, tu vois. Tu vas aller dans un service, au lieu d'obtenir ton papier tout de suite, on va te faire revenir 2-3 fois, et parce qu'il y a des bacs chiches, etc. Et voilà, on s'est dit que si on arrive vraiment à réussir au Cameroun, je pense qu'on pourra réussir partout ailleurs, quoi. Il y a des pays où ça sera beaucoup plus simple, l'Afrique australe, je sais pas, il y a des pays où c'est plus simple, l'Éthiopie, le Kenya, parce que c'est des pays malheureusement, enfin, non, bien heureusement, qui sont un peu moins verrouillés par la corruption. Voilà, c'est tout. Comme elle disait, en fait, ça peut arriver que tu arrives, la meuf, elle aime pas ta tête à la douane, tes produits partent pas, parce que ta tête, elle lui revient pas ce jour-là. Je connais ça. T'es pas parti toi aussi? Non, Sauf que lui, c'est pas en Afrique, c'est ici. je connais ça. Ok. Et du coup, cette personne de confiance, vous la trouvez comment? C'est-à-dire que c'est quoi Est-ce que vous demandez à de la famille? Est-ce que vous passez par... Comment est-ce que tu trouves cette personne où tu tiens? Sur place ou à distance aussi Ouais. déjà? Bah, je pense que vous y allez sur place déjà. Oui, Ouais. ouais. Mais en fait, c'est vraiment pas une question de famille, c'est une question de... tu sens quand quelqu'un peut faire ceci. Mais du coup, tu mets une annonce et que tu recherches quelqu'un? Non, ou c'est non, quelqu'un non, qui- non. bouche à En fait, oreille, déjà, c'est tu vas la reco. chercher ou dans ton entourage, tu sais que peut-être j'ai un cousin super éloigné, il est super carré avec les thunes, ou il est plus efficace, le mec qui se lève le matin. Ça commence par des bosse proches, du coup. Exact.
Des proches forcément. éloignés. Non, c'est quelqu'un dans ton entourage. Ça Ouais, peut être ça un peut être cousin, un mais ça ancien peut être collègue, ouais, exactement. C'est ça. ok. Quelqu'un que tu as connu et tu as l'idée, tu te dis lui ça pourrait marcher parce que il est vif, je sais que il peut travailler de 5h du matin à temps parce que tu as vécu avec lui, tu l'as connu. Mais ou ça peut être ma mère qui me dit en fait pense à telle personne. Il y a des gens par exemple j'ai pas rencontré notre personne de confiance au Congo, je l'avais pas rencontré, mais ma mère elle avait déjà en tête et tu vois elle va me dire telle personne ça peut marcher, tout ça, etc. Donc c'est comme ça et souvent comme je te disais il faut qu'elle fasse partie des deux mondes. On a déjà rencontré des gens pour d'autres pays, le Sénégal par exemple, mais c'est une personne qui a déjà travaillé qui a travaillé avec des entreprises européennes, donc elle a les deux pieds dedans. Et quand tu parles avec la personne, tu sens que là, je peux le faire. C'est pour ça que je te dis qu'on peut se tromper parce que tu vas y aller avec la personne. Et en fait, au final, tu te rends compte que. Mais par contre, obligé qu'elle vive là-bas. Oui, bien sûr, parce que c'est elle qui va aller dealer avec la douane, etc. C'est elle. Et surtout, il y a un point qui est hyper important. Parce que j'imagine peut-être que ça allait être une de vos questions. Comment elle a choisi cette personne de confiance, n'est-ce pas? Ah, je suis forte. Ouais, exactement. On change de place. Elle va faire les allers-retours. Elle pose la question. Attends, elle fait le podcast tout seul. On est chaude. T'inquiète. En fait, un des premiers critères, c'est la personne. Elle va manipuler de l'argent. Donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parce que donc là, on est dans nos tests, de mettre en place nos process. Et en fait, le plus simple pour nous avec les petits producteurs, c'était que ce soit cette personne qui se charge de payer en fait les producteurs, plutôt que Orange Money pour telle personne, Western Union, etc. Ils ne sont pas tous équipés de smartphones et tout. C'est le moyen pour l'instant le plus simple qu'on ait trouvé. Et attends, là, pour le coup, c'est une contrainte. Tu vois, c'est une contrainte qu'on a parce qu'on n'a pas encore trouvé de moyen de régler les producteurs directement et passer par Orange Money, ça va faire des frais à chaque producteur et c'est là où la personne elle intervient. C'est pour ça que je dis que ça c'est un truc qui est réglable facilement. C'est pour ça qu'on voit la différence entre contrainte et ce que nous on vit là-bas et les réalités, tu vois. Okay, la personne que vous avez là-bas, elle vous prend des frais aussi, vous la payez en tant que salarié? On la paye. C'est un employé, il bosse avec vous. Exactement, c'est ça. Mais en gros, est-ce qu'on peut lui faire confiance au niveau de l'argent? C'est vraiment le premier critère. Et sur quoi tu te bases sur ça? C'est parce que par rapport au retour que tu as eu, c'est parce que puis avec des personnes qui te bullshit quoi, si tu vois, t'inquiète pas ton argent. Comment est-ce que tu poses certaines questions, comment en fait, toutes les personnes là pour l'instant de confiance, c'est parce qu'il y a eu une recommandation avant, il y a eu des expériences par rapport à de l'argent. Ah oui, mais je lui ai donné de l'argent, je suis revenu 6 mois plus tard, j'ai trouvé la même somme, tu peux lui faire confiance à 100%. Et effectivement, pour l'instant, c'est ce qui s'est passé. Ouais, totalement. C'est, par exemple, le contact de ma mère, c'est quelqu'un, tu peux lui laisser genre même 10 balles, tu les retrouves 20 ans après, il n'y a pas touché. Tu vois. Et, vous, ça vous semble normal, pardon, excuse-moi, mais quand tu transposes en Afrique, c'est exceptionnel en fait, tu vois, de retrouver 10 balles 6 mois plus tard. Enfin, ça a l'air d'être une grosse contrainte aussi. Là, je reviens sur le mot contrainte, mais parce que du coup, de la confiance qui est quand même ultra importante quand tu bise avec des gens, encore plus quand ils sont très loin de toi. C'est ouf de se dire que là, tu es obligé d'avoir un lien par ta mère ou quelque chose comme ça, que tu puisses pas trouver une personne, je sais pas, que tu rencontres demain sur place et tu te dis, je sais pas, 1, 2, 3 rendez-vous, ok, j'ai confiance. Bah non, peut-être pas en fait, t'es pas sûr vraiment en 3 rendez-vous que la personne elle soit vraiment de confiance et que tu puisses repartir et lui laisser le business ici en fait. Totalement, c'est une réalité. Ouais, c'est une réalité, c'est la réalité, en fait, c'est vraiment comme ça, c'est que là-bas, tu as plus de chances, 90% de chances de te faire carotte que de pas te faire carotte. Donc quand tu tombes sur la bonne personne, normalement tu le sens et tu peux le savoir tout de suite. C'est un truc de ouf. En vrai, c'est un truc, mais tu vois, c'est. Ça, c'est une culture différente. Hein. Ouais, mais clairement, après, il y a plein d'autres challenges, je pense. Par exemple, tu vois, si on prend l'exemple du Maroc, le mec, il vient, il prend son petit déjeuner le matin, il fait sa pause du thé à 10h, il va déjeuner, 14h posté, 16h posté, et après, c'est la fin de la journée. Tu vois. Est-ce qu'il t'a volé tes 10 balles? Non, j'ai jamais laissé de l'argent pour l'instant. Tu vois, il ose même pas. En fait, du coup, on est obligé de retrouver limite notre instinct animal, en fait. Tu vois, ici, ça va être le contraire, tu fais confiance à tout le monde, et tu sais. Peut-être que tu vas te faire carotte et tu sens le truc. Là-bas, c'est le contraire. Tu dois faire confiance à personne et tu dois sentir la bonne personne, en fait. Et on est redevenus des animaux, je crois. Je renifle les gens. Bon, je me désolidarise de ces propos. Ah, ça sera l'intro. Je renifle les gens. Mais là, on démarre le podcast directement. Putain, Fresh Africa, ne dis pas des trucs comme ça. Ah, vous êtes entière, il n'y a pas de chichi là. Non, mais c'est ce qu'elle disait. Non, mais là, c'est dans les tripes. On fait pas semblant. Ouais. On est comme on est, en fait.
Et tu voulais dire un truc? Vas-y, t'es lancé. Je te sentais commencer. Du coup, une fois déjà, tu disais que tu te basais sur l'argent, et après, c'est quoi les autres critères? En fait, ça va être sa réactivité. Il y a l'argent et aussi, comme elle disait Katia, le fait de nous comprendre en fait. Tu vois, on a un cahier de charge précis. Donc ça veut dire, voilà, on est hyper exigeant dans la qualité des produits, etc. Et on sait ce qu'on veut. Et c'est surtout en fait pour être sûr que on va dire un des gros enjeux dans notre business, comme on est dans la food, c'est que les produits arrivent ici. En fait, il y a des normes phytosanitaires là-bas, il y a des normes phytosanitaires ici. Donc, c'est pour s'assurer que ça passe, que les normes, c'est bien nos normes phytosanitaires. On n'a aucun problème, en fait, tu vois. Et que ça arrive ici, donc elle check, elle fait des contrôles qualité et tout ça. Et voilà, en fait, tu vois. Donc, s'assurer qu'elle ait bien intégré notre cahier des charges et qu'elle fasse bien le contrôle qualité comme on veut en fait. Okay. Voilà. Et je rajouterais le réseau, parce que souvent les personnes avec qui on a, soit elles ont un gros réseau, ou soit elles ont la facilité à s'adapter ou à connecter, à comprendre les personnes en face et pas forcément aller, tu vois, le camp si tu lui rentres dedans. Il peut te gâcher la vie de fou, tu vois. Mais par contre, des fois, il va venir dans une posture où il vient te faire chier, mais si toi tu réagis de manière à calmer le jeu, ça passe. Et si tu as quelqu'un qui est trop genre moi, ça passe pas au bled, tu vois. Je passe pas non plus. Non, ça va bloquer. Non, toi, non. Toi, c'est sûr et certain. Et moi, je me fais carotte, il y a moyen. Je pense. Le gaouri. Et moi, j'ai une petite question. Vous parliez tout à l'heure du voyage que vous avez fait donc pour ressourcer d'autres producteurs, concrètement. Vous avez aussi rencontré beaucoup l'écosystème sur place là-bas. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé? Je suis curieux de savoir un petit peu... Écosystème entrepreneurial, j'entends, et business. Hein. Bien sûr. Tu veux en parler? Non, je te laisse kiff. Toujours. T'es au mic. Je sais que c'est ton bail. En fait, déjà, quand on a pris l'avion, on s'est dit, bien entendu, on allait pour sourcer, donc premier objectif, rencontrer les producteurs et tout, et trouver des bons produits. Et surtout, quand on est allé au Congo, là, on allait dans une région précise, qui est plutôt montagneuse, où il y a des produits qui ne poussent que là-bas. Donc vraiment des produits très très rares. Et l'idée, c'était de faire une sélection de produits rares. Et donc, le deuxième objectif aussi du voyage, c'était de rencontrer l'écosystème. Parce que pour moi, enfin pour nous du moins, c'est impensable d'opérer dans un pays et de ne pas rencontrer d'autres entrepreneurs en fait, tu vois. Ça fait un peu le syndrome Christophe Colomb. Oh, je suis arrivé en Afrique, je viens vous sauver et tu sais pas ce qui se passe en fait, tu vois. Donc on s'est dit, ok, on rencontre des producteurs et il y a une partie du voyage qui était dédiée à rencontrer l'écosystème. Donc on a visité des incubateurs, on a rencontré les startups incubées et c'était hyper intéressant et je vais pas dire que c'était une claque parce qu'on n'est pas non plus naïf par rapport aux réalités en Afrique, mais c'était on va dire un bon reset, un bon rappel et en fait on a réalisé à quel point en fait on est chouchouté ici en Europe en fait, tu vois, c'est laisse tomber quoi. On a vraiment une cuillère d'argent dans la bouche, c'est un truc de fou. Les mecs qui te disent que Katia elle complétera, mais elle te balance la bassette juste après, prépare-toi. Hein. Ouais, oui, t'inquiète. Elle s'est dit elle va finir, mais non, tu vas compléter. Non, vas-y. Il y a pas la BPI qui va te filer une bourse là-bas quoi, tu vois. T'as l'État est inexistant. Les mecs ils sont dans des incubateurs, c'est cool. Mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et tu veux compléter? Ouais, et tu vois, par exemple, je te disais, la diaspora, on est le lien. On a rencontré, par exemple, un incubateur et la CEO, elle nous disait que les investissements, c'est les gens de la diaspora, la plupart du temps, qui vont Tu peux expliquer la diaspora pour ceux qui ne connaissent pas? La diaspora, c'est parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, mais... la communauté d'un pays, n'importe lequel, le Cameroun, le Congo, le Maroc, etc., qui se trouve dans un autre pays. Donc, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Donc, la diaspora marocaine, c'est les Marocains qui se trouvent en France. Et là, elle nous disait qu'en fait, ce sont les gens de la diaspora qui vont mettre les tickets pour investir. En fait, quand ils font des levées de fonds,
Par exemple, moi je vais mettre un ticket, ça peut être un petit ticket de 10 000, de 5 000, de 1 000, mais c'est comme ça qu'ils arrivent à recruter leurs fonds pour pouvoir aider les startups incubées, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas s'arrêter juste à l'incubation, comme pourrait faire ici Station F. On a incubé, on a eu un peu de force et après on s'en va, mais ils sont obligés d'aller jusqu'à trouver les investisseurs, parce que sinon, une fois que l'incubation est finie, les 6 mois, les 3 mois, ils se retrouvent dehors, sans rien, sans aucun moyen de progresser, que dalle. Pour se rendre à l'incubateur, ils doivent payer, en fait là-bas les transports, c'est pas des bus, etc. Avec le pass Navigo, tu payes des taxis. C'est ça qu'on appelle les transports en commun. Et le taxi, franchement, ça coûte par exemple $2, sachant que le niveau de vie d'un Congolais moyen, je crois que les plus bas c'est $50, ça peut aller jusqu'à 150. Donc il doit sortir. Tu parles par mois là? Je pars par mois, ouais. Okay. Et donc par jour, il doit sortir à peu près $2 à l'aller, $2 au retour pour pouvoir faire son transport. Et tu imagines, déjà on est entrepreneur, on n'arrive pas à bouffer. Et là, tu dois payer en plus, on n'a pas le pass Navigo que tu mets, ou même que tu payes que 70 balles. Et non, eux, ils payent de tout, jusque de la base jusqu'à là. Et le côté intéressant, ce qu'elle me disait, c'est que quand tu as investi par exemple, là, tu peux sortir au bout d'1 an, 2 ans, avec 50% par exemple. Si tu investis dans une entreprise dans l'agriculture, tu mets 10 000, tu ressors avec 50% en plus. Parce que ça va, pour le coup, c'est vraiment un truc qui impulse l'argent qu'ils arrivent à avoir. Ils arrivent vraiment à créer quelque chose parce que ils accélèrent. Ils ne crament pas dans des bureaux et dans des plantes. Non, pas du tout. Non, pas dans le budget marketing. Non. Ça va vraiment dans la création du produit. Et le produit, il est sur le marché assez rapidement. Et la plupart des incubateurs, ils vont avoir ce truc où ils n'ont peut-être pas les aides de l'État, mais ils ont le lien avec les supermarchés. Donc tu crées une marque de café, 3-4 mois après, tu te retrouves packagé dans un supermarché et le truc se vend vraiment et c'est vraiment réel, tu vois. Ça met peut-être moins de temps que nous ici à exister, tu vois, un produit. À ce côté-là, c'est ça le bon côté, tu vois. Et dans les incubateurs que vous avez rencontrés, qui crée l'incubateur? Qui gère l'incubateur du coup? Des gens d'ici. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Soit des gens d'ici, où il y en a un, on a rencontré, c'était un grand groupe qui faisait du textile à l'époque et en fait qui s'est retrouvé parce qu'il y a eu pas mal de guerres au Congo, qui s'est retrouvé en fait pillé pendant la guerre. On leur a volé toutes leurs machines et tout ça. Ils se retrouvent avec plein de locaux, tu vois. Ils sont en train de construire le premier incubateur, l'incubateur le plus grand du monde. Ils vont dépasser les crament pas. Oh là là, tonton, réagis tonton. Il va arrêter de dormir, faut pas lui dire ça. L'année prochaine. Je suis sûr qu'il va arriver et dire attends, vas-y, il va faire station A. Station A. Il va poser là-bas, il va dire ok, allez, je dépose. S'il met même 220 millions qu'il a mis ici, là-bas, je pense qu'il rachète pas mal d'hectares. Ouais, donc il est en train de... Mais c'est parce qu'il a de l'espace, parce que là-bas on a de l'espace, notre espace est différent en fait, on a beaucoup d'espace. Et donc c'est une ancienne marque qui faisait du textile, et là ils récupèrent ces espaces-là, ils se disent qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un incubateur par exemple, on fait plein de choses dans ces espaces, et là ça vient de là, et après sinon c'est des gens comme ici, comme nous, qui rentrent et qui se disent soit ils ont réussi un projet, soit ils ont été incubés ici. Ils ont voulu justement aller sur le terrain, ils ont vu qu'il y avait c'était pas du tout les mêmes facilités, donc ils créent la solution pour que ce soit plus facile pour les autres demain. Donc voilà. African Doers demain. Yeah. Pas emballé par l'idée là. Ouais, ça va pas pousser pareil, je sentais moi. Non, parce que ça va être Fresh Africa Fresh Doers, Africa Doers, of course. Évidemment. On vous laisse. Pas de bagarre, ça vous laisse tranquille. T'as vite baissé les bras, dis donc. C'est bon, tranquille. Il sait qu'il en sait. Tu vas te faire carotte toi aussi. Ouais, c'est ça, je vais y aller, je vais me faire carotte. Je vais laisser tranquille. Allez-y les filles, faites-vous plaisir. Vas-y. Il y a aussi je te sentais là. Non, mais il y a la partie aussi, tu parlais des différentes guerres, des différentes choses. Je pense que ça impacte pas mal ce que vous faites, et ça vous pouvez pas le prévoir, un peu comme ce que tu disais sur le temps, les inondations, etc. Mais comment est-ce que quand vous allez dans sourcer par exemple des producteurs, est-ce que vous avez des endroits où on ne va pas? Ouais. Alors déjà toi t'appelles ça des inondations, ils appellent ça la saison des pluies. Tu vois la différence? Ça veut dire que c'est... Parce que moi j'ai vu les vidéos, c'est pour ça que je voulais montrer les vidéos. Mais parce que c'est saisonnier, ça veut dire qu'en fait ils ont l'habitude de le vivre. Une inondation ici c'est un truc qui va arriver, qui arrivera pas pendant un certain temps. Eux ils ont l'habitude de vivre ça, donc ils ont leur... En fait à Kinshasa,
quand il pleut, on se déplace en pirogue. On va pas aller attendre les voitures. Si tu as une urgence, tu prends une pirogue. Il y a des gens qui sont à côté du fleuve qui ramènent leur pirogue et ils font la même chose que les taxis. Tu les payes pareil. Et C'est trop fort. non, mais ils sont devenus c'est une autre réalité, en de fait. fou. Je disais tout à l'heure, Mais de ouf. Ici, c'est une catastrophe naturelle et là-bas, c'est la c'est normal. réalité, en fait, tu vois. C'est fini, je vais... Non, je vais- vas-y. Et en fait, c'est juste que ces mecs-là, en fait, on ne va pas, nous... c'est pour ça que je te dis que c'est hyper important, en fait, à chaque fois, de switcher culturellement et d'essayer de se mettre à la place des autres. On ne sera jamais dans leur basket, mais d'essayer de se mettre à leur place. Donc toi, tu vas venir avec ton mindset d'Européen, tu vas dire « Ah, c'est grave, il pleut », mais eux, le mec, il sait juste que pendant 2 jours, il ne va pas sortir, mais le 3e jour, il pourra sortir. Parce qu'ils ont une résilience, mais incroyable. Quoi, tu vois. Et on ne va pas se dire « Oh, on ne va pas dans telle région parce que… » Non, là-bas, tu as des gens qui ont besoin de toi, en fait, tu vois. Tu ne te rends pas compte que tu peux changer le destin, la vie de tout un village, en fait, tu vois. Toi, tu viens, tu ramènes tes ananas, tes fruits de la passion, tout bêtement au petit bobo du 18e. Mais en fait, c'est pas insultant ce que je dis, c'est que même ici, il est important de se dire que quand on va venir même acheter un produit chez nous, mais en fait, vous êtes en train de changer la vie des gens. Et c'est pas un argument marketing, tu vois. C'est même pas un truc sur lequel on a beaucoup insisté. Bah, il est pas parce sur que le site, pour en tout nous, cas. Non, on n'en parle pas. c'était hyper naturel, en fait, tu vois, et ça coule de source. Et donc, en fait, on a une vraie mission. Et il faut qu'on y aille. Si les mecs, ils vivent des catastrophes naturelles tous les 6 mois, pourquoi on va s'empêcher d'aller dans un village parce qu'il y aurait eu une guerre? On est allé au Kivu. C'est en guerre, là. Depuis, C'est en guerre. Tu vois, je n'ai jamais vu autant de voitures d'ONG de ma vie. Toutes les ONG ont un siège dans cette région-là. Et tu t'arrives, c'est la première fois de ma vie que je voyais en face des casques bleus, en fait. Tu vois, ils sont là avec leurs armes, leur tenue, etc. Mais on est allé parce que c'est une région, mais qui regorge de produits, mais exceptionnels, incroyables. Tu vois, notre contact, quand il nous disait, en fait, il nous a dit au moins genre une dizaine de fois, vous êtes ici, vous êtes arrivés, tu vois, c'est du genre, parce que les gens, ils ont tellement peur d'aller là-bas que ils pourraient promettre d'y aller et n'y vont pas. Ouais. Et en fait, genre de voir 2 personnes qui le font vraiment, on lui fait confiance. Un mec, on le connaît pas en fait. On pouvait arriver là-bas, il nous séquestre et peu importe. Mais de nous voir là, en fait, du coup, justement, c'est là où tu es le mieux accueilli parce qu'il nous a ouvert toutes les portes. Il nous a vraiment mis bien en fait. Et à par exemple, Kinshasa, c'est la capitale. Ça, en fait, le Congo, c'est un pays en guerre. C'est en guerre depuis 1995. Ils ont même développer d'autres armes qui n'existent nulle part, par exemple l'arme du viol, tu vois. Et donc ça, c'est des trucs où on a vu ces femmes, elles sont là, en fait, tu les vois devant toi. On a été dans l'hôpital du docteur Mukwege, qui est l'homme qui répare les femmes. Le prix Nobel, le prix Nobel de la paix. Et donc, tu les vois, ces femmes, elles passent devant toi, elles existent. Et en fait, de se dire, je vais pas y aller parce que c'est conflictuel. Moi, ça me pose un problème de conscience parce que si elles y vivent avec leurs enfants et qu'elles prennent le risque à chaque fois d'aller, quand elles vont d'aller dans leur champ, de se faire violer par des soldats, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas arriver? En plus, je suis sécurisée, je sais qu'on ne va pas m'emmener dans les zones les plus troubles. Mais moi, quand je vais à Kinshasa, j'y vais depuis des années, c'est le truc où je fais des allers-retours. Des fois, tu es en train de dormir, t'entends des coups de feu. Et là, c'est la capitale, tu vois. Mais c'est comme ça qu'ils vivent. Et il faut juste se le mettre en tête que c'est comme ça. Je ne suis pas en train d'aller à Paris. Tu sais qu'à 20h, dès que le soleil tombe, tu ne sors plus. C'est juste ça qu'il faut se mettre en tête. Ces mécanismes-là qu'il faut avoir. Il ne faut pas dire à ce moment-là, à 20h, soit tu es en boîte, soit tu es chez toi. Mais dis pas à 20h, je vais aller en boîte à minuit. Tu n'y iras pas parce qu'il peut t'arriver des choses sur le chemin. Tu ne vas jamais danser. Et donc, Vous dansez différemment. Tu vas danser différemment. Exactement. Et donc, du coup, c'est une réalité. C'est des choses à adopter. Tu sais que tu peux pas monter dans n'importe quel cas de taxi parce qu'il y a des enlèvements. Faut être intelligent avec ça. Faut pas monter dans un taxi avec des gens parce que les gens dedans. Katia, arrête parce que là, en fait, Non, ces mais mecs-là, plus personne c'est n'ira à important à Kinshasa. savoir. Non, justement, c'est pour ça que je pose la C'est question juste parce que je pour sais dire que ça existe, c'est réalité, mais on l'a fait. Et si on l'a fait, c'est parce qu'il y a des méthodes à avoir, en fait, des techniques à avoir, des choses à mettre en place. Ouais, faut pas que ça soit une barrière parce que ça Non, existe c'est et ça. du coup ne pas y aller. Exactement. Tu peux y aller. Maintenant, il faut Totalement. être conscient de ce qui existe et de ce qui se passe, quoi. Il y a des gens qui vivent là-bas et ils vivent très bien. Il y a des expats, il y a des gens, mais ils ont adopté des systèmes. Mais aujourd'hui, tu vois, demain, t'as quelqu'un qui veut ouvrir un truc en Afrique, aller à Kinshasa, qui n'y connaît absolument rien, tu vois. Qui reste ici. C'est genre Flo, il y va là. Il va mourir. Toi aussi, arrête de faire le mec. Hein.
Tu vas pas aller très loin. il va toi, rentrer Il donc, va pas maigrir, il va maigrir. Ouais, tu vas maigrir, ça c'est sûr. ça va, ça se passe Ouais. aussi. Tes poches vont maigrir. Mais du coup, Et toi tu vois, si demain on veut y aller, c'est quoi les choses par rapport à ce que tu viens de dire qu'il faut prendre en compte, demander avant? C'est quoi en fait la checklist à checker avant de... Mais attends, j'ai juste une question. Elle a peur que je parle, Si hein. tu vas au Vietnam, tu vas Ouais. pas aller au Vietnam comme ça. Mm. Tu vas faire quoi? Tu vas te renseigner avant. Hmm. Tu vas voir ce qui se passe sur place. Tu vas te rapprocher d'entrepreneurs. Mais c'est exactement la même chose en fait. Hmm. Tu vas pas aller. C'est pas le Far West. Hein, c'est bon. C'est ce que je te disais. Faut faire attention au syndrome de Christophe Colomb. Il n'y a pas de terre à découvrir. Il y a déjà des gens sur place qui font bien les choses. Ok. C'est vrai que c'est un continent comme on dit, l'Afrique, c'est le futur dans le sens où il y a beaucoup de choses, énormément de choses à faire. Il y a énormément de potentiel avec et beaucoup de jeunes, en fait, une population très jeune. Donc, il y a déjà des gens qui font bien les choses sur place. Donc, tu vas là-bas, tu te rapproches de ces gens-là et tu observes, vois où il y a des besoins, mais tu vas pas comme ça, quoi. De toute façon, en vrai, c'est la même chose ici. Bah oui. Tu fais rien sans réseau ici. Enfin, je veux dire, ouais. bon, alors c'est quand même très compliqué, mais de base, tu pars de zéro. Enfin, regarde-nous. Je veux dire, ok, on part pas de non plus de trop loin, entre guillemets, mais t'es toujours obligé d'aller compiler, rencontrer du monde, te renseigner, chercher à droite à gauche. Alors après, il y a des aides, il y a des ressources, il y a des, comme on a dit, des incubateurs, des choses comme ça, mais t'es quand même obligé de faire les choses en soi. C'est vrai que demain que t'ailles, comme tu disais tout à l'heure, tu parles de la Russie, là tu parles du Vietnam. Ouais. Let's go, en fait, ça sera la même chose. C'est la même. C'est la même. Et moi, sur un truc, est-ce que du coup vous voyez l'évolution? Tu disais l'avenir, l'Afrique c'est le futur. Est-ce que tu vois déjà l'évolution de quand vous étiez plus petite, que vous étiez là-bas? Sur ce qui se passe en termes de business, sur les startups qui se montent, les entrepreneurs. On le voit déjà beaucoup maintenant. Enfin, il y a plein de startups qui sont YC Combinator. Il y a beaucoup plus de projets qui sont en lien avec l'Afrique. Vous, comment vous le ressentez vraiment? Même il y a 2 ans, il n'y a même pas besoin de redescendre à plus petit. À chaque fois que j'y vais, en fait, c'est ce qu'on dit, il y a tellement tout à faire qu'à chaque fois que tu arrives, il y a des grands pas qui Genre entre le premier voyage où vous avez été et là cet été, vous avez déjà vu le... Bah, moi, j'y suis tous les ans et à chaque fois que j'y vais, par exemple, là, c'est la première fois que je rencontre des entrepreneurs qui sont incubés. Je ne savais même pas qu'il y avait des incubateurs à Kinshasa et la plupart des incubateurs, ils ont quoi, 1 an, 2 ans. Et c'est ça, en fait, c'est des trucs où... et en plus, même, tu vois, l'esprit de l'entrepreneur, tu vas lui parler, tu vas lui dire les mots levés de fond, mais normalement, un Congolais lambda, tu lui dis ça, il comprend pas. Et là, tu as des gens avec qui tu peux parler, on peut avoir le même langage, sortir des mots comme POC, et ils comprennent, tu vois. Et ça... C'est récent en fait. Ils ont en fait, ils ont Internet et donc ils grandissent en même temps que nous on grandit et même plus rapidement. Peut-être qu'il n'y a pas d'électricité et qu'il faut mettre un groupe dans l'incubateur, mais par contre l'incubateur t'arrive, il est propre, il est net, t'as tous les codes, les mêmes codes qu'ici, les couleurs, tout ça, machin, etc. Et ils s'adaptent en fait, ça avance de fou en fait. En fait, ça va hyper vite. Comme elle dit, Katia, ils n'ont pas, peut-être qu'il va y avoir des coupures d'électricité, il y a des quartiers où il n'y a pas d'électricité, mais les mecs, ils sont à la 4G, en fait, il y a des étapes qu'ils ont sauté. Nous, on était au modem 56K, et ils n'ont pas eu ça. Oui. Ils sont passés direct à la 4G, au paiement mobile, la fintech, mais elle est en avance. Franchement, pour le coup, ils sont hyper en avance en fintech en Afrique. C'est un truc de fou, quoi. Parce qu'ils ont dû développer le paiement par téléphone. Il y a plein de choses. Tu fais des courses. Ça fait des années que les gens ils font leurs courses en faisant avec leur téléphone. Mais ils sont allés très très vite, en fait, tu vois. Et c'est marrant le gap des fois entre la réalité, ce que tu constates. Le mec, il n'a pas d'électricité, mais voilà, quoi, il est en train de payer et se faire payer. Comme ça, il paye son taxi avec son téléphone, quoi, tu vois. Et non, ça va très vite. Et c'est hyper excitant, en fait, parce qu'il y a trop de potentiel. Il y a plein de choses à faire. Et voilà. Dis pas ça à Mohamed, il va débarquer là-bas. Ça va être dessus. Là, je suis en train de voir les standards des grands joueurs. C'est le premier pays africain qui apparaît, c'est le Togo. Ouais, c'est vrai que c'est un pays d'entrepreneurs, le Togo. Ouais. C'est vrai. Il y a Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun. Ça me paraît totalement logique. Ouais, tout le monde est entrepreneur en soi. En si Afrique. tu parles anglais, je pense que le Rwanda apparaîtrait dedans, le Nigeria et le Ghana. Ouais, ça c'est... on n'a pas mentionné ce point qui est hyper important, c'est que tout le monde est entrepreneur en Afrique. Ici, il y a quelques années, ça a été le boom du auto-entrepreneur. Tout le monde est auto-entrepreneur en Afrique. Tu vois, des gens, en fait, ils ont tous des hustles, comme on dit.
Tous. T'as un Même ceux mec qui travaillent. il a tel boulot, oui, il travaille dans l'administration, à côté de ça, il a un hustle, il loue tel truc, il fait ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc, ils ont 4, 5 business, c'est pour survivre. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. En fait, le mec, il gagne 150 balles, $150, c'est vraiment un salaire à peu près correct. On va dire 200, oui, quand il est payé. Quand il gagne ses $150, il a un loyer à 100 balles, il a une famille qu'il doit nourrir, donc en fait... La première chose qu'il va faire, c'est les $150, je dois les multiplier pour pouvoir payer le loyer, manger, tout ça, etc. Donc, il va mettre devant chez lui, je sais pas, et il va aller prendre des gens il va fabriquer par exemple des chips de bananes douces, de patates douces ou de bananes. Il va les mettre dans des sachets, il va prendre des petits jeunes, il va leur mettre ça sur la tête, ils vont aller vendre et il lui ramène sa part et lui il prend sa part et donc où il achète des voitures, il en fait des taxis, il les prend en jaune, il en fait des taxis et il récupère de l'argent. Donc on a pris un taxi un jour, donc la course elle s'est bien passée. Donc on demande les coordonnées du taxi à la fin. Ça nous arrivait souvent quand il y a des bons chauffeurs, bien, tu vois. On prend leurs coordonnées pour les rappeler. Le mec il dit ah oui mais par contre il faut m'appeler à partir d'une certaine heure parce que le matin je pose les fenêtres. Vous voyez cet immeuble, c'est moi qui ai posé les fenêtres. Et à partir de 18h je suis taxi. Donc c'est il est déjà habitué. Voilà, t'as que des profils comme charbon, ça quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Même les gens qui travaillent, ils ont un hustle et ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont pas de choix que d'avoir un hustle. Donc, C'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, tu vois, mais déjà juste pour revenir à Fresh Africa, vous de votre côté, parce qu'on parlait tout à l'heure de douane, etc. Mais en termes de logistique, comment est-ce que vous gérez? Parce que là, vous fonctionnez en termes de précommande, tu vois, donc comment est-ce que vous gérez tout ça, les liens que vous avez là-bas, surtout avec les producteurs? Comment vous négociez avec eux, comment vous discutez avec eux, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce que vous attendez, comment après vous les ramenez ici, plus dans le technique un peu, essayer de savoir un peu comment ça se passe, combien ça vous coûte, pas d'acheter les produits mais de tous les frais annexes qu'il va y avoir autour. C'est pas les produits les plus chers. Avec les producteurs, comment on négocie, on les fouette déjà. Ah, ça c'est la base. C'est la base. Pourquoi tu veux parler? Tu fouettes et c'est bon. Je vais le mettre en gros. Fresh Africa fouette ses producteurs. Sur Insta, LinkedIn, TikTok. Mais on les fouette de manière responsable, durable. Avec un fouet bio. C'est dégueulasse ce que tu es en train de dire. Moi, pour le coup là, moi je sors de la discussion. Tu vas te retrouver en top tweet, balance ta startup, tout de A à Z. Non mais c'est ça, on négocie pas les prix. Ouais. Ok. Non, c'est vrai. On négocie pas les prix. Donc on n'est pas des courtiers. Ils vous donnent le prix, vous prenez le prix quoi. Quand tu vas acheter ta baguette, tu négocies pas. Je suis d'accord. C'est exactement la même chose. Il a fabriqué ses produits, il a travaillé dessus, c'est lui qui a mis ses mains dans la terre. Après, quand tu vas acheter ta baguette tout seul en tant que petit consommateur où tu manges ton pain le soir, ouais. Mais quand tu vas acheter 200 baguettes, techniquement, tu lui demandes un petit prix à la boulangère. Je pense que tu connais le prix de base et après, ce que tu lui demandes, c'est un geste co. Mais tu vas pas négocier le prix. Ce que les courtiers ils font de la négoce. La négoce, c'est tuer le producteur, c'est d'aller faire en sorte qu'il te donne le plus avec le moins. Ça, la négociation on ne fait pas. Nous, on connaît les cours, d'accord? Les gens, c'est pas des fous. Quand tu vas leur demander, ça coûte combien parce que là-bas, on va pas calculer en kilos, ça va être un sac. Le sac d'orange, il va te dire, il va te donner un prix. Et il sait comment est-ce qu'il a bossé. Mais nous, on sait à peu près à quoi ça revient à un kilo. Tu vois si c'est raisonnable. Voilà, exactement. T'as pas besoin d'aller chercher à les baisser, le prix et tout ça, etc. C'est pas ça notre truc. En fait, nous, notre client, on espère qu'il a cette démarche-là et comprend que tout ne peut pas être avoir des oranges à n'importe quel moment ou des mangues à n'importe quel moment. Il y a des saisons qu'il faut respecter. On est en train de revenir à cette logique-là. Tout ne peut pas être le moins cher possible. Donc si à un moment on doit faire payer notre panier un petit peu plus cher parce que ce produit nous a coûté un peu plus cher, je pense que le consommateur que nous on a, il comprendra. Mais on négocie pas le prix. En fait. Vos prix sont jamais les mêmes. Les paniers, c'est jamais le même prix du coup. Ça peut changer. C'est le même prix, c'est ce que je dis. Si jamais un jour il y a un truc dedans, on a décidé de mettre un produit particulier qui coûte plus cher, là oui, effectivement, je pense qu'ils pourront le comprendre. Mais on l'expliquera. On l'expliquera. Mais du coup, le panier il pourra changer en fonction de ce qu'il y a dedans. Ouais, je pense que ça pourra arriver. C'est juste que d'expliquer tant que tu es clair avec la personne et que tu lui dis que ce panier coûte plus cher parce que j'ai des fraises et que les fraises, c'est les seules qui poussent dans tout le Congo, il va le comprendre. Et du coup, vous centralisez tout là-bas ou ici? Quand tu dis centralisé, c'est quoi? Stocké? Ouais, par exemple, parce que là, le panier qu'en gros, moi, je commande, je vais recevoir chez moi. Du coup, il est déjà préparé là-bas. Je suppose que vous recevez ici en gros.
Ouais, c'est ça. Et ensuite, ici, en stock. C'est ça. En fait, on n'a quasiment pas de stock. C'est pour ça qu'on disait que c'est ultra frais. C'est vraiment le dernier panier qu'on a fait. Les ananas avaient été récoltés le samedi et ils sont arrivés ici. Ouais, c'était ça, hein, samedi. Ouais, c'est ça. Et c'est arrivé mardi. C'est parti lundi là-bas et c'est arrivé mardi ici, tu vois. Donc on est à flux tendu, très tendu. Et voilà, donc en fait on évite d'avoir du stock. Donc, on n'en a pas, on fait juste les préparations ici. Ouais. Oui, tu repartis juste dans 3 paniers, 18 paniers. Ouais. Exactement, c'est ça. Et après, en termes de logistique, comment ça se passe? Tu demandais, tu précommandes donc le panier, on a une date, tu précommandes jusqu'à telle date. Après la commande, on transmet, parce qu'en fait, les paniers aussi, c'est en fonction de ce que le producteur peut produire, de ses stocks, ce qu'il est capable de fournir. L'idée du projet, ce n'est pas que, comme elle disait Katia tout à l'heure, c'est hyper important ça, c'est pas qu'ils produisent plus, mais qu'ils produisent mieux. Donc au lieu d'avoir un gros producteur, on va avoir 1000 petits producteurs. C'est galère, mais ça nous permet déjà d'avoir des produits de qualité. C'est des petits producteurs, donc tu peux être sûr que déjà, ils n'ont même pas les moyens d'aller mettre des pesticides dessus, donc c'est complètement naturel en fait, tu vois. Et donc la commande part auprès des producteurs, ils font la cueillette, c'est juste le temps de mettre dans les emballages et ils nous les envoient directement en fait. Donc en fait, on a des jours où on sait que ça part le lundi, par exemple, ça partira toujours le lundi en fait, tu vois. Et voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, t'as pas oublié. C'est juste au niveau de la logistique. Il n'y a rien là-bas. La logistique, on l'a construit à zéro en fait. Et c'est ça qui, je pense que pour moi, personnellement, c'est une bonne chose parce que on n'est pas des logisticiennes. Donc je pense que, tu vois, quand on réfléchit le business en termes de logisticien, on va se dire ça va être moins compliqué d'avoir un grand producteur qui a un champ avec des ananas, des bananes, tout ça machin, je les récupère chez lui, il n'est pas très loin de l'aéroport, je mets tout dans une voiture et je le ramène. Nous, on ne réfléchit pas comme ça. On réfléchit qu'il y a plusieurs producteurs qu'on peut soulager. Et donc, du coup, on s'en fout qu'ils soient à telle distance. On va les récupérer leurs produits, on les ramène dans un point, on fait le contrôle qualité. Et là, après, ils rentrent dans... et donc en fait ils sont mis en paquet et ils arrivent à l'aéroport contrôlés à la douane là-bas et après ils arrivent ici et recontrôlés à la douane d'ici. Donc la logistique on est en train de la créer là petit à petit, on est en train de mettre nos process logistiques en place. Donc on part de zéro, c'est un champ libre. Pour compléter ce qu'elle dit Katia, c'est que nous on est arrivé dans un business qui était complètement nouveau pour nous. On vient pas, c'est pas notre monde. Katia, c'est une juriste de formation. Moi, j'ai un profil en marketing digital et plus créatif. Et donc, on arrive dans ce business-là, on ne sait rien. Et c'est une bonne chose parce qu'on a zéro a priori. Et donc, quand tu as zéro a priori, du coup, t'as pas de biais ou de réflexes qui sont installés, te dire, OK, ça fonctionne comme ça. Mais comme on arrive et que c'est complètement vierge, en fait... on a une page blanche et on va tout construire selon le modèle qui nous convient. Avec les 2 premiers paniers, on a maîtrisé tous les points jusqu'à la livraison. On a fait les livraisons nous-mêmes parce que c'était important de savoir en fait où est-ce que ça coinçait et comment on pouvait l'optimiser. Et sachant que l'objectif c'est d'internaliser un maximum de choses. Et voilà, donc on n'est pas logisticienne, mais on va être des logisticiennes 3.0, une nouvelle forme de logisticienne. On va créer un process qui s'adapte à notre manière de fonctionner et qui est le plus optimal possible. Voilà. Et c'est quand les prochains paniers alors? Oh, soon. Very soon. Dans le sens où ça finit d'être la saison des pluies s'achève là, que ce soit au Cameroun ou au Congo dans la partie de Kinshasa. Donc début octobre à peu près, là on aura à nouveau des produits et je pense que au mois d'octobre on aura un nouveau panier. Parce que l'idée c'est
comme elle dit Katia, on est vraiment dans la saisonnalité. Par exemple, tu vas au Cameroun, tu peux trouver des ananas au Cameroun en ce moment. Sauf que c'est pas les meilleurs des ananas. Ils sont gorgés d'eau parce que c'est la saison des pluies. Donc, on va attendre le début de la saison des ananas, qui est début octobre, comme la majorité d'ailleurs, mi-octobre des produits. Et à ce moment-là, on fait les paniers. Donc, c'est toujours ça. On fait les paniers avec ce qui est de saison et surtout ce qui est optimal en termes de qualité au moment de la saison, tu vois. Par exemple, quand on a fait un panier, le deuxième panier qu'on a fait au mois de mai, en fait, la saison des avocats au Cameroun, au centre, avait commencé fin mars, mais on nous a dit attendez quelques semaines, et là les avocats vraiment seront au top le temps que le soleil finisse de faire son taf, et voilà quoi, tu vois. Donc il y a tous ces calculs à chaque fois. Et après, l'objectif, c'est d'essayer de le faire ça toutes les semaines, en gros. Toutes les semaines, les gens font la précommande. Ouais. Et la semaine d'après, tu reçois ton panier. Oui, une fois qu'on sera rodé, ouais, tout le à but, fait. c'est d'installer un truc après qui roule tout le temps, toutes les semaines, etc. Et même avec les pros, parce qu'on fait du B2B aussi, on va commencer le B2B, ça va être encore, je pense que ça va être encore un rythme un peu plus soutenu. Ça va pas être toutes les semaines, peut-être tous les 3-4 jours, tu vois. On aime bien les problèmes, nous. Ouais. Donc. Sinon, c'est pas cool. Ah bah ça, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Sinon, c'est pas drôle. C'est les paniers de fruits, en fait, vous mettez en entreprise. Ça sera tout ça, vous les livrez directement aux employés en pack. Les pros, c'est le B2B, c'est les restaurants, les chefs étoilés. Ouais, voilà. Ah, ok, plus, d'accord. Plus les restaurants, des épiceries fines, ce genre de choses. Ouais, qui veulent vraiment des produits de qualité, vraiment sourcés. Exactement. Bon, et nous, on a le droit à un petit code promo pour les prochains paniers ou pas? Mais on te l'offre le panier. Quel code promo? C'est la famille. C'est la famille, mon gars. On parlait plus des auditeurs là. Si vous avez tous un panier offert, c'est dit, les gars. C'est on tape, c'est enregistré. Vous voyez avec vos bougs, ils vont payer pour vous. Non. On charge des fonds alors. Voilà, il n'y a pas de code promo FD10. Dommage. On va s'arranger, il n'y a pas de souci. Ou sur d'autres produits, parce que là, vraiment, cette rentrée là, on a beaucoup de challenges. Donc le challenge, c'est un des challenges, donc c'est d'accélérer en B2B. Et le deuxième challenge, c'est aussi on va rentrer des produits. Donc là, par exemple, on va rentrer au-delà des fruits et légumes. L'idée, c'est par exemple de rentrer du thé, parce qu'il y a un thé particulier. Il y a plein de thés particuliers. Ouais, il y a plein de thés particuliers, c'est vrai. Il n'y a pas qu'un thé. Et voilà. Donc c'est du sec. Donc on va dire en termes de complexité, c'est un peu moins complexe que faire du fruit ultra frais. Beaucoup moins. Voilà, beaucoup moins. Tu peux le dire. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est de se diversifier, rentrer de nouveaux produits. Devenir une épicerie fine aussi, on a quoi proposer tout type de produits. Ok. Totalement. Exactement. Et le but du sourcing aussi, c'est de pallier à, tu vois, cette période dont on a parlé, la période des pluies. Là, le Congo, ça commence, le Cameroun, ça finit. De rajouter des pays font que cette période vide où on a eu, il y aura une boucle qui va tourner. Ouais. Voilà. L'idée, c'est aussi de faire découvrir en fait des produits. Bien sûr, donc carrément. tu vas découvrir un certain type d'avocat au Cameroun, parce que les gens ont tendance à penser que l'Afrique c'est un pays, mais en fait non, c'est un continent, quoi, tu vois. Et donc du coup, tu as un avocat, c'est pas le même. Pourtant nos pays sont pas très lointains, mais c'est pas le même que tu vas trouver au Congo. Sûr. Et donc l'idée, c'est si tu commandes régulièrement chez nous, tu vas découvrir un type d'avocat et un autre type d'avocat, et même voilà. au Congo, il y en a plusieurs. Hein. Oui, même le Congo. Je crois qu'on est un des seuls pays qui a 3 saisons. On a une saison des sèche, saison modérée et saison des pluies. Je crois je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font ça. Peut-être l'autre Congo à côté puisqu'ils sont collés. Mais d'en haut en bas, c'est pas du tout ni les mêmes saisons. Il y a des décalages horaires dans le pays. Il y a des produits différents selon l'endroit où ça vient. En fait, les Congolais, c'est un peu les Algériens de l'Afrique subsaharienne. Ils aiment bien dire qu'ils sont les premiers, ils sont les seuls, etc. On a toujours un drapeau quelque part. Regarde. Je tiens à le préciser, quoi. Donc, c'est pour ça qu'elle vantait le Congo. Mais je valide. Moi, je n'étais pas en train de le vanter, c'est la vérité. Bon, et où est-ce qu'on peut suivre toutes les actualités de Fresh Africa? Donc Fresh Africa, on est hyper... Mais attendez, c'est déjà fini French Doigt? On m'a dit, bloque ton après-midi. 3-4 heures, j'ai tout annulé. Tu veux rajouter des choses? On a oublié des choses. Est-ce qu'on a oublié des choses? Non, c'était bien. Okay. Bien. Après, il y a la fameuse question qui arrive avant de demander les réseaux sociaux. C'est si aujourd'hui vous deviez
relancer une start-up en Afrique from scratch. Les anglicismes, tu vois, start-upper 2.0. Of course, my dear. C'est quoi les choses que vous feriez en premier? Vers qui vous tournerez? Comment est-ce que vous gériez tout ça? Parce que vous avez fait plein de conneries au début. Et quelles conneries Mais toujours quand tu montes une boîte. Hein. Je crois que même si tu la montes ici, frérot. Bah, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu la montes ici, mais en. Quelle bêtise tu referais pas, quoi, concrètement? Ouais. C'est quoi les petits raccourcis que t'as appris maintenant et que tu sais en bossant là-bas. En fait, on est déjà en train de le faire, donc je sais pas si on est en train de se lancer dans la connerie ou pas. Mais en fait, c'est parce qu'on a été très... excuse-moi, hein, je complète juste, ou j'anticipe. C'est qu'on a été très prudente avant de monter notre start-up. Donc ça veut dire que, parce que Katia tout à l'heure elle disait qu'on a fait 1 année et demie un peu business model, etc. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup échanger avec beaucoup de gens sur place, etc. Des futurs clients, tout ça, etc. Voilà, et donc les clients ici, là-bas, les gens avec qui allaient nous aider à collaborer et tout ça, ouvrir des portes au niveau administratif et tout. Donc en fait, on n'a pas fait tant de conneries que ça. Et honnêtement, en termes de process, je ne sais pas si on changerait quoi que ce soit. Moi, je pense que je serais peut-être un peu plus... Justement, là, on a vraiment fait un truc super féminin. C'est de bien prendre le temps, de bien truquer, etc. Je pense que des fois, je bousculerais un petit peu plus, tu vois, le truc. Parce que, tu vois, de nous deux, on a 2 caractères différents. Moi, je vais être un peu... j'ai besoin... Je suis perfectionniste, j'ai besoin que ce soit super carré et tout ça. Noëlla, elle est perfectionniste aussi, mais elle a besoin que ce soit fait. Ouais. En fait, moi, je suis une doueur ou moi? Il faut que ça se fasse, tu vois. Et du coup, pour ça que t'es là. Elle m'a beaucoup bousculé, tu vois, en se disant ouais, ça, on va le faire là, ça va sortir. Ok, moi je disais ok, ça va sortir. Par contre, on va rajouter ça, juste avant que ça sorte. Si c'est bon, bah, tu vois, bah, peut-être avoir un peu moins ce côté perfectionniste et puis cette crainte-là que tout n'aille pas bien, parce qu'en fait, au final, même quand tu sors le truc et qu'il n'est pas parfait, bah, tu peux rectifier. Ça, c'est un vrai problème dans l'entrepreneuriat. Il y en a plein qui attendent d'avoir le truc parfait avant de se lancer, alors que... Ça, franchement, maintenant, je conseille tout le monde. Je trouve ça nul, en fait, d'attendre. Et je pense que ça, c'est un truc... typiquement, les mecs, ils y vont, ils s'en foutent, ils s'en battent la race, ils balancent le truc. Et nous, c'était un truc qu'on avait. Et ça, c'est un truc que j'enlèverais. Et sinon, à part ça, je pense que ouais, effectivement, on a bien géré. Franchement, je referais la même. Si je devais en refaire une, et on va en refaire d'autres d'ailleurs. Et je pense qu'on refera. En fait, dès le moment où tu as ta personne de confiance, honnêtement, en Afrique, ça va très vite. Et ça se passe bien. C'est vraiment le plus important. Si tu as un facilitateur sur place, etc., qui sait jouer avec les règles sur place, qui a des contacts et tout, ça va plus vite. Donc c'est vraiment avant de construire un nouveau business, parce qu'on pense déjà à d'autres business, il faut toujours qu'on trouve la personne qui va nous aider, et après c'est bon, quoi. Forcément, tu es sur place, tu vois des problèmes. Donc tu veux les résoudre, et ça crée des startups, c'est ça. C'est une maladie. C'est combien t'en fais et comment tu gères c'est ça. Tout ce que tu veux lancer. Totalement. C'est ça. Bah, les réseaux. Les réseaux. Attends, il avait peut-être une autre question. Hein. Non, moi c'était tout. Ok, d'accord. Bah, les réseaux, on peut nous trouver sur Instagram. Donc à Fresh Africa. Africa avec un K. Ah, mais il est smart, ce mec. Il n'est pas là pour rien, lui. Faudrait que tout le monde le comprenne quand même. Ah ouais, t'inquiète, ils sont dans le passé, ils vont voir. C'est un mec du futur, lui. Et donc Fresh Africa, Fresh en anglais, et Africa avec un K, c'est important. Donc on est sur Instagram, LinkedIn, et on a un site, vous tapez freshafrica.com. Voilà. Et si des gens ont des questions, veulent vous contacter toutes les deux personnellement. Personnellement, pourquoi en fait? Pour les aider. Oh là là, la connexion là, Noëlla. C'est la meuf à coup. Non, en fait, me contactez pas, restez tranquille. Me parlez pas. Pourquoi? Je donne son numéro de téléphone tout de suite. Vas-y, balance son nom d'artiste. Non, mais en fait, on peut nous contacter très facilement sur LinkedIn. On répond à tout le monde, du moins moi, elle, je sais pas. Elle met des bons. Moi, c'est Katia K et un point, je crois, un truc comme ça, et Noëlla Ligan. Okay. Voilà. Et sur Insta, franchement, moi, c'est moi qui réponds sur Insta. Elle est plus sur Insta. Je suis là, quoi. Eh ben, merci à toutes les deux. C'était cool, vraiment. Merci d'être venu partager votre XP sur l'Afrique. On est à côté. Ouais. Non, vous êtes pas à côté aujourd'hui. Je venais un peu loin. Donc voilà, merci d'être venu, d'avoir pris cette petite heure avec nous pour partager l'expérience de monter sa boîte en lien avec l'Afrique. Je te laisse clôturer mon Allez, très vas-y. cher... Non, c'est quoi, fais-le. Je te l'offre. Oh,
J'en Il y veux a de pas. l'amour dans l'air. Cadeau. Allez, Ok. t'as une petite cam 360 en plus avec toi. Hop là, je la fais ici là ou trop ou pas Oui, je crois. vas-y, Attends, vas-y. Ok. Attends, je vais le régler. Pas... Comme ça on prendra vous nous enverrez les Ah ouais, attends. les, Ouais, les, vas-y. les shots. C'est Inception, il y a une caméra dans les caméras. Ça c'est pas mal ça. C'est ça. beau. Merci à toi Douer d'avoir suivi cet épisode des FD Talks sur la thématique monter sa startup en lien avec l'Afrique avec Noëlla et Katia de Fresh Africa qu'on remercie énormément. Je t'invite parce que je tutoie maintenant les doueurs, je t'invite à t'abonner au compte Instagram de Fresh Africa, d'aller leur envoyer un petit message sur LinkedIn, bon pas à Noëlla parce qu'elle répond pas mais à Katia directement. Ça tire À un balle réel. t'abonner à la chaîne YouTube de French Joueurs, à lâcher le like parce qu'il fait toujours plaisir et évidemment à laisser les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide énormément à développer le podcast. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau FD Talk et d'ici là, bonne écoute des autres épisodes parce que je t'invite vraiment à aller voir les autres épisodes aussi, n'oublie pas. Et à la semaine prochaine. Salut. Ciao.